Bonjour, on est le 16 mars 2021, mardi 16 mars 2021, avec une journée qui a débuté sous la pluie, et des pluies légèrement qui sont un petit peu verglaçantes. On a un ciel couvert et nuageux, notamment non pas des nuages blancs, mais des nuages plus sombres, et bon, on voit qu'on a quand même, bon, on va pas dire des nuages gris, parce que les nuages peuvent avoir différentes nuances, dégradées. Bah, ici, on se retrouve avec des nuages, bon, un petit peu agressifs. Voilà. Alors, la journée peut-être va se passer telle quelle, je n'en sais pas plus, mais bon, le bulletin météo prévoit une journée comme celle-ci. Donc, c'est-à-dire, comme je vous ai cité, c'est-à-dire nuageuse et pluvieuse. Après avoir vu donc les caractéristiques des condensateurs, c'est-à-dire que les caractéristiques, ben, il y avait certaines caractéristiques dont les principales, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le type de condensateur, euh, sa valeur en farad et sa tension. En gros, c'est ça. En gros, mais il y a beaucoup de plus de caractéristiques, hein. Si vous voulez regarder le datasheet énumère toutes les caractéristiques du condensateur, hein. Voilà. Si vous achetez un condensateur, vous voulez sa feuille caractéristique, enfin ses caractéristiques, vous allez chercher la feuille des caractéristiques, ce qu'on appelle le datasheet. Voilà, datasheet qui va concerner donc le condensateur. Donc, en gros, il y en a tellement de propriétés, enfin de caractéristiques, qu'en gros, si vous devez sélectionner, choisir un condensateur, ben, vous allez choisir le type qui est au mica, à l'huile, voilà, électrochimique, polarisé, non polarisé, voilà, le type. Un condensateur céramique, condensateur électrochimique, etc. Il existe toute une panoplie de condensateurs. Donc, c'est d'abord le type. Le type. Voilà. Le type qui a une certaine forme, voilà, un certain dessin, un certain volume. Voilà. Oui, ils sont caractéristiques. Les, les, les condensateurs sont caractéristiques. On choisit un type de données de condensateur, mais vous allez voir qu'il a ses caractéristiques de forme, forme géométrique, de couleur, etc. etc. Bon. Ça, c'est à la fabrication qui font ça, hein. Bon, c'est la fabrication qui décide de la forme et de sa couleur et tout ce qui s'ensuit. Alors, on construit des composants, quand on construit des composants électroniques, bien sûr, il y a toujours des. C'est d'abord, avant toute chose, un dessin, hein. C'est un dessin qui est dessiné. Bon, je vais par exemple dessiner un condensateur, peu importe lequel. Voilà. Je dessine un condensateur avec deux pattes. Eh bien, ce condensateur, comme toute caractéristique construite, fabriquée, produite, ben, a ses dimensions, hein. Il y a ses dimensions géométriques. Voilà, c'est d'abord, avant tout, un dessin que l'on fait. C'est ce qu'on appelle le dessin, c'est ce qu'on appelle bon le dessin, la conception assistée par un ordinateur faite par l'engineering qui va construire avec bien sûr ses pensées, tout ça, avec des desiderata bien précis. Il ne faut pas que ce soit le composant prenne beaucoup de place, hein. Voilà, voilà, donc on va essayer de faire en sorte qu'il va s'intégrer dans un monde où il y aura beaucoup d'autres composants à ses côtés. Un condensateur, bon, est rarement utilisé seul, hein. On l'utilise avec d'autres composants, hein. Le condensateur se marie en groupe avec des résistances, des condensateurs, des éléments électroniques tels que les diodes, transistors et tout ce qui s'ensuit. Donc, et les circuits intégrés, bien sûr. Donc, un condensateur, voilà, on l'utilise rarement seul. Il est souvent dans un circuit électronique. Voilà, on le retrouvera dans un circuit électronique et il y aura différents types de condensateurs. Voilà. Donc on ne retrouve pas que parfois, on ne retrouve pas uniquement un condensateur, hein, dans un circuit électronique. Bon, donc les caractéristiques sont données par le datasheet et en gros, donc on a le type. Le type, voilà, il y a différents types de condensateurs et bien sûr sa capacité. Sa capacité qui peut être mesurée par un capacimètre, voire un voltmètre qui peut mesurer certaines valeurs de condensateur à une certaine fréquence. Mais maintenant, si vous voulez
vraiment mesurer des condensateurs, il faut vraiment un capacimètre parce que un voltmètre va mesurer certaines capacités. Il peut avoir un petit capacimètre dans le voltmètre, mais il ne mesurera pas toutes les capacités, hein. Voilà, parce qu'il est limité pour mesurer tous les condensateurs. Soit vous faites un circuit électronique, il y a moins par un calcul indirect. Parce que quand vous faites des calculs, c'est indirect, hein. Vous ne faites pas de mesure directe. Voilà, par un calcul, on sait trouver le condensateur. Mais pour ça, il faut être équipé. Il faut être équipé de matériel électronique, voilà, qui va permettre de pouvoir mesurer la capacité. Parce qu'on va envoyer un signal avec. Il faut pouvoir avoir un générateur de signal déjà, avec qu'on peut faire varier la fréquence. Donc, bon, là, c'est des méthodes indirectes, mais il faut du matériel avec. Alors, si vous avez un capacimètre, vous mesurez directement le condensateur. Et là, bon, vous pouvez mesurer le, la valeur du condensateur, petit ou grand, ou voilà. Donc le capacimètre, c'est l'outil idéal pour mesurer les condensateurs, parce qu'un voltmètre ne mesure pas tous les types de condensateurs, hein. Enfin toutes les valeurs de condensateurs. Voilà, il est limité sur certaines valeurs. Pour d'autres valeurs, ben, il faut prendre un capacimètre. C'est comme ça. Le voltmètre, il n'est pas fait pour mesurer tous les condensateurs, hein. Il est fait pour mesurer la tension, le courant, les résistances. Faire encore, on peut avoir aussi des testeurs de transistors. Mais voilà. Mais les condensateurs, s'il intègre les petits capacimètres, pourquoi pas. Mais s'il intègre un capacimètre, mais il ne va pas mesurer toutes les capacités. Pour mesurer toutes les capacités, il faut un capacimètre. Il est fait pour ça. Donc, on va mesurer, mais comme je vous dis, on peut mesurer la capacité par un circuit électronique, hein. Par une méthode indirecte et le calcul, hein. On fait un calcul, vous pouvez trouver la capacité, la valeur de la capacité. Voilà. Il y a les méthodes directes, prise de mesure, ou méthode indirecte par calcul. Avec, bien sûr, générateur avec équipement, par exemple, générateur de fonctions, voilà, voire oscilloscope, etc. Bon, donc, capacité, le type, la capacité et la tension de service, enfin la tension, voilà, d'application la tension d'application du condensateur. Bien sûr, il y a une tolérance, hein, plus X%. X plus V plus X%. C'est pas dit qu'il va claquer à la tension si vous dépassez la tension, hein. Il va dépasser si vous dépassez une tolérance par rapport à la tension. Donc dépasser la tension, ouais, c'est pas fait. En fait, il va se fatiguer, c'est juste ça. Il y a un risque, pourquoi pas. Mais attention qu'il y a les tensions d'essai aussi ils sont montés haut avec les tensions d'essai, hein. Voilà, on monte haut avec les tensions d'essai en laboratoire, hein. Donc la tension nominale est faite à X%. Donc voilà, vous pouvez dépasser cette tension. Bon, allez voir les définitions de la tension d'essai, vous allez voir, hein, par rapport à la tension nominale, hein. Voilà, donc c'est pas parce que vous la dépassez que vous allez brûler le condensateur. Certains croient ça, mais faites le test, vous allez voir. Vous serez étonné. Prenez un condensateur, s'il est marqué par exemple 220 volts, allez jusque voilà, 215, 220. Allez voir si la valeur pour laquelle va exploser. Mais à ce moment-là, si vous faites exploser le condensateur, mettez-vous à l'abri, mais mettez un masque quelque chose comme ça, ou mettez une caméra dans un laboratoire pour voir ce qui se passe. Parce que bon, si ça explose, bon, voilà, pour éviter un danger, parce que voilà, c'est un danger, ben faites un laboratoire, je veux dire, avec à l'aide d'une caméra, ça vous pourrez voir. Mais c'est pas dit il y a une tolérance de tension pour laquelle bon, il y a vraiment danger d'explosion du condensateur. Sinon, il risque de se fatiguer si vous êtes au-dessus, au-delà de la tolérance. Voilà. Donc il y a une limite, si vous voulez, une limite. Et c'est pas celle qui est indiquée sur le condensateur, parce que ça, voilà, c'est une tension euh, que vous pouvez encore légèrement surpasser, hein. C'est pas parce que vous l'avez dépassé qu'il va claquer. Il va claquer que si vous dépassez une tension, je veux dire, la tension là, dépassée on va dire voilà, d'un certain niveau, avec une tolérance, parce que c'est la tension qu'ils vous mettent
avec une tolérance. Il y a une tolérance, hein, c'est X%. Là, à ce moment-là, si vous dépassez le X par rapport au V, le X% par rapport au V, là, on comprend que ça va claquer. Mais c'est pas parce qu'il est marqué 230 volts que je vais mettre à 233 volts qu'il va claquer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, ceci étant dit, les caractéristiques sont inscrites dans le datasheet. Et alors, en gros, les caractéristiques, c'est le type, la capacité. Voilà. Si maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous allez voir le facteur de perte, etc. Quoique le facteur de perte, c'est plus utilisé en signal alternatif. Hein. Signal alternatif, là, à ce moment, on regarde le facteur de perte. Voilà, j'expliquerai pourquoi, parce que je n'ai pas encore expliqué ça. Bon, ici, je vais voir une vidéo qui va concerner donc les circuits parallèles. Donc, qu'est-ce que j'ai vu comme circuit? J'ai vu le circuit série, ça a été vu, je l'ai traité. Dans cette vidéo-ci, je vais traiter le circuit parallèle, bien sûr un condensateur. Hein. Je suis dans les circuits à montage à condensateur. Hein. Je suis dans les montages à condensateur. Alors, je traite les montages à condensateur. Donc, le circuit série a été vu, le circuit parallèle a été vu. C'est comme les résistances. Hein. On peut mettre des résistances en série, des résistances en parallèle, c'est la même chose. On peut mettre, avec des circuits à résistance, série et parallèle, on peut faire des circuits mixtes. Mais ici, c'est pareil. On peut faire des circuits mixtes à condensateur. Composé uniquement de condensateurs ici, hein, parce que je peux faire des circuits mixtes associant des résistances et des condensateurs. Mais ici, c'est pas le cas, c'est uniquement un circuit montage que de condensateurs. Hein. Un circuit à mixte, je peux avoir un circuit mixte qui est une association de séries parallèles. Et à côté de ça, vous pouvez avoir des montages spéciaux tels que montage en étoile et montage triangle. En condensateur, tout comme on peut l'avoir dans les résistances. Dans les résistances, tout ça on a. Hein. Ce qui est valable pour les résistances est valable pour les condensateurs. Bon, c'est les mêmes, voilà, c'est les mêmes types de montage qu'on peut avoir. Voilà, c'est le même type de montage que l'on peut avoir. Alors, voilà. Donc, pourquoi on peut avoir ça? Parce que ça constitue un réseau. C'est le réseau lui-même qui fait ça. Dès le moment où vous avez un composant qui est un dipôle, même s'il avait trois pôles, quoique même s'il avait trois pôles, ça changerait. On a toujours un réseau. Si je mets un transistor, on a toujours un réseau. Voilà. Je vais mettre un transistor. Voilà. Je mets une résistance. Voilà. Bon, la résistance c'est un dipôle, il a deux pôles. Voilà. Mais le transistor, voilà, il a trois pattes. Voilà. Je vais mettre un transistor ici. Avec une résistance là. J'attaque la base du transistor. Voilà. Là, on a l'émetteur. Le point d'émetteur du transistor. Le collecteur. Là, par exemple, j'ai la masse. Et là, j'ai la base. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, j'ai trois pattes. La base, une patte. Collecteur, une patte. Et l'émetteur, une patte. Donc, on a trois pattes. Un transistor, ça a trois pattes. Voilà. Mais c'est pas parce que ça a trois pattes que ça ne fait pas partie d'un réseau. Hein. Là, si je devais faire un réseau, mais regardez, je vais en faire un. Ici, j'ai une maille, voilà, de réseau. Donc j'ai bien ici une maille de réseau. Voilà. J'aurai un réseau comme ceci. Voilà. Ici, j'aurai un nœud, une espèce de nœud. Et alors ici, le circuit peut être câblé. Je peux même mettre une résistance ici. Je peux en mettre une, il n'y a pas de problème. Et là, j'aurai court une maille. Donc, vous avez un réseau. C'est un réseau. Voilà. Un réseau est composé de mailles et de nœuds. C'est ça un réseau. Et donc, comme les dipôles, si vous êtes câblé, ou les transistors, ou les circuits électroniques, quand vous les câblez, vous avez ce qu'on appelle un réseau. Un réseau constitué, un réseau maillé. Vous avez un réseau maillé. Maillé, qui dit maille, dit nœud. Qui dit maille, dit nœud. Hein.
Donc un réseau maillé est constitué de mailles et de nœuds. Donc fatalement, si je prends des circuits, quel que soit le composant électronique, et que j'en fais un circuit, ben, ce sera un réseau maillé d'office. Parce que soit il sera constitué de 2 pôles, 3 pôles, 4 pôles, peu importe, mais c'est un réseau maillé. Même si je prends une porte à 4 voilà, si je prends une porte, voilà, et une porte et avec une porte d'entrée, enfin les entrées des portes de la porte là, c'est comme une porte voilà, de maison, hein. Vous avez l'entrée, la sortie, hein. Les portes, vous avez une porte qui fait entrée, qui fait sortie. Voilà, ici, les entrées sont là, on a 4 entrées, et là la sortie. Bon, mais l'électronique numérique, analogique, bon, l'analogique, où on trouve des réseaux maillés, et alors l'analogique, je vous dis, c'est des signaux continus, hein. L'analogique, c'est des signaux continus. Alors que le numérique, ce sont des signaux, on va dire, qui ne sont pas continus, donc discrets. Discrets. Par exemple, je prends ta cas de figure, je prends une nouvelle page. Je vais mettre un signal analogique. Voilà, un signal analogique en fonction du temps. Voilà un signal analogique. Voilà, je fais n'importe quoi, c'est un signal analogique. C'est une tension en fonction du temps. Voilà, ça fait n'importe quoi. Maintenant, je vais vous mettre un signal numérique. Un signal numérique, je vais l'échantillonner. Par rapport à celui-là, je vais l'échantillonner. Donc, tous les... Je l'échantillonne au niveau temporel, tous les X temps. Je fais un échantillonnage. Je vais aller prendre un échantillon tous les X temps, tous les delta T. Alors, tous les delta T, je prends. Voilà, et ainsi de suite, hein. Bon, donc je respecte le temps delta T d'échantillonnage. C'est fait par des composants électroniques, ça, l'échantillonnage. On parle d'échantillonneurs. Voire parfois, il y a ce qu'on appelle des échantillonneurs bloqueurs. Voilà, je crois que j'en ai fait assez. Et je pourrais continuer comme ça, 3 petits points. Voilà, je vais couper la courbe pour vous dire que vous continuez comme ça, de la sorte. J'aurais dû pas effacer. Je vais mettre 3 petits points. Voilà, et vous continuez, voilà, l'échantillonnage. Alors, l'échantillonnage va donner quoi? Ben, va donner, voilà, un point donné ici, un point là, 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 un point ici, un point là. Ce qui veut dire que vous allez transformer le signal analogique en un signal numérique. Le numérique, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'il va donner. Je vais le mettre, je peux le mettre ici. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Donc c'est un signal discret. Le numérique, c'est un signal discret, c'est rien d'autre. Donc le signal numérique va devenir ceci. Il ne restera plus que les points rouges.
Voilà, et le numérique peut être codé en hexadécimal. On peut recoder ça vers une autre valeur. Voilà, repasser vers de l'hexadécimal, du décimal, du binaire, de ce que vous voulez. Hein. Enfin, de l'octal, du mot, euh, de double mot. Vous pouvez coder en ça, en DCB, décimal codé binaire. Voilà, tous les codes possibles et imaginables que vous pouvez coder. Et les plus utilisés, c'est ceux que je viens de vous citer. C'est ceux que je viens de vous citer. C'est-à-dire, on peut inventer des codes de ce qu'on veut, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, les plus utilisés en technique, c'est le binaire. Voilà, le binaire, notamment avec des valeurs codées sur 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, voilà, qu'on appelle de l'octet, le mot, le double mot, le quarter word, le 4 mots, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On peut le coder en hexadécimal. Alors là, quand vous codez en hexadécimal, à la place d'avoir par exemple 16 bits, par exemple, hein, vous avez que, voilà, vous pouvez mettre sur une lettre ou deux lettres. Donc, par exemple, voilà, si je mets, je prends un exemple, je prends l'affichage programmeur, regardez bien que si je prends, bon, je prends un octet. Un octet, vous voyez que c'est 8 bits, ça a besoin de 8 informations possibles. Parce que c'est 8 bits, c'est comme ça, c'est 8. Un octet, c'est 1 byte, c'est 8 bits, c'est 8 possibilités de mettre 0 ou 1. Des valeurs nues, voilà, booléennes 0 ou 1. Mais si vous prenez en hexadécimal, bien sûr, il faut que je mette une valeur binaire. Je vais mettre une grande valeur binaire. Voilà. Là, j'ai mis 4-1. 4-1. Ça fait F. Vous voyez qu'avec 4-1, je n'ai qu'une lettre. Donc, ça veut dire que l'écriture va être plus petite pour l'hexadécimal. C'est ça qui est intéressant. Pour l'hexadécimal, l'écriture est beaucoup plus petite. Ça nécessite moins d'écriture. Voilà. Donc, tout ce qui est adressage mémoire va être retraduit de l'adresse binaire dans un adressage informatique vers de l'hexadécimal. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'octal. Et la technique et l'électronique utilisent le décimal codé binaire. Voilà, donc on a l'octal, l'hexadécimal, le binaire, le DCB, ce qu'on appelle le code DCB, et d'autres codes. Hein. Bon, il n'y a pas que cela, il y a beaucoup de codes. Donc le numérique, c'est ça, c'est juste ça. Ce sont des valeurs discrètes, voilà, qui ont une quantification de valeurs données à un instant donné. Et entre les deux, il n'y a rien. Et donc on peut créer un code de cette valeur numérique, qui est une valeur chiffrée. On peut trouver un code en hexa ou en décimal ou peu importe. Et c'est ça le numérique. Et c'est utilisé à des fins de calcul, de traitement, voilà, de stockage, etc. Donc c'est ce que fait un ordinateur. Donc le numérique, c'est ça, c'est du discret. Là, on a de l'analogique. L'analogique. Et là, on a du numérique. Maintenant, il peut avoir une traduction binaire, hein, c'est pas un problème ça. Alors à ce moment, il faut par exemple, je vais le coder sur 8 bits, je vais savoir quelle est la valeur ici. C'est pas moi, je vais inventer. Hein. Ici j'ai 1, supposons que j'ai 1 ici, attention que j'ai une valeur ici. Hein. 1, là je vais mettre j'ai 2, là j'ai 3, là j'ai 4, là j'ai 5, là de nouveau je retombe à 3, là je retombe à 2, voilà. Bon, je vais mettre des valeurs entières pour ne pas avoir des valeurs décimales, parce qu'en binaire on sait avoir des valeurs décimales. Hein, voilà. Je vais remettre un ici. Là. Suivant est à 4. Mais le 4, ça veut dire que si je vais le mettre en binaire, allez, on va prendre la valeur là. Elle vaut 4. Ça dépend quel codage que vous voulez, je ne sais pas. Allez, on va mettre 4. Je mets 4. Je vais le mettre en octal. Donc là, il est en décimal. En octal, ça fait 4. Voilà.
en hexadécimal, ça fait toujours 4. Par contre, en binaire, ça fera ça. Et ça dépend. Voilà, si je travaille. Là, je suis en binaire avec un 4 heures mortes. Regardez en bas, vous avez de 0 à 63, 64 bits. C'est un quart heure morte sur 64 bits. Mais c'est 0, 1, 0, 0, ça s'écrit pour avoir 4. Mais et tout le restant sont des zéros. Hein. Vous devez remplir les zéros sur tous les autres bits jusqu'à 63. Hein. Voilà. Maintenant, si vous voulez un doublement, là, c'est plus petit. Le 4 est toujours le même, mais c'est codé sur 31 bits. Voilà. Maintenant, si vous voulez un mot, c'est codé sur 16 bits. Le 100, il est codé sur 16 bits. Maintenant, si vous voulez un octet, voilà, c'est plus court. Le 100, il est codé sur 8 bits. Voilà, le codage, vous pouvez faire. Et encore ici, il manque le DCB. Je vois qu'il n'y a que le binaire, l'octal, l'hexadécimal et le décimal. Et il manque bon, des autres codes. Il existe des autres codes. Voilà. Je verrai avec vous, voilà, pour ceux qui s'intéressent à différents types de codes. Hein. Bon, codage, bon, on peut faire des codages de ce qu'on veut, mais la technique utilise que certains types de codage. Hein. Voilà, elle ne va pas utiliser le codage. Voilà. Si, la technique peut utiliser des codages pour justement faire des, comment on appelle ça, des, ce qu'on appelle ça, de la crypte, pour le cryptage. Pour le cryptage. Bon là on va pas utiliser voilà, on va crypter avec des algorithmes voilà, de cryptage en fonction de bases différentes. Hein. On fait des calculs avec des bases différentes. Le tout c'est de ne pas trouver la réponse, que quelqu'un ne puisse pas trouver comment l'algorithme a été fait. Parce que quand on fait un algorithme de cryptage, le but c'est de pas trouver c'est d'avoir une entrée, faire un traitement, mais que personne ne découvre la sortie à part celui qui a crypté le code. Hein. Le but c'est que personne, c'est une clé. C'est une clé que personne ne trouve. Voilà le codage. Hein. Que personne puisse décoder et qu'il n'y a une seule personne qui puisse décoder, c'est celui qui a la clé du codage et donc qui lui peut décoder, puisque c'est lui qui l'a codé. Du moment où vous avez codé, vous savez le décoder. Hein. Mais la clé, personne ne l'a à part celui qui l'a codé. Et donc ça, c'est ce que utilise, bon, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de cryptage, qui sont utilisés dans les banques pour la sécurité, etc. Bon, vous aurez compris que c'est une histoire de sécurité, hein. C'est une clé. Qui dit clé dit, bon, mettre à sécurité certaines choses. En fait, c'est faire une manœuvre voilà, de fermeture. Hein. Vous fermez et qui aura la possibilité d'ouvrir, ben, c'est la personne qui a payé ou qui utilise un logiciel et voilà, qui peut être utilisé. Il a payé un logiciel, bon, il peut l'utiliser. Il l'a payé, il peut l'utiliser. Donc on lui fournit voilà, la possibilité de travailler avec eux. Mais maintenant, celui qui n'a pas payé, ben, on va crypter le logiciel pour qu'il ne puisse pas l'utiliser. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Le cryptage, on peut l'avoir à la banque, on peut avoir des cryptages partout. Cryptage, c'est une sécurité, c'est une clé de sécurité. Point. Voilà, ceci étant dit, je revenons à nos moutons. Ce que je disais, ben, l'analogique va utiliser des réseaux maillés et le numérique va utiliser, bon, il y a aussi des réseaux maillés, mais la façon de réfléchir n'est pas la même. L'analogique, on réfléchit d'une certaine façon, avec des réseaux maillés. Le numérique, oui, il y a des réseaux maillés, mais on va se baser sur voilà, le traitement d'un codage. Là, on va regarder les signaux. On va faire plutôt ce qu'on appelle les chronogrammes. C'est plutôt l'étude de chronogrammes. En analogique, on peut avoir des chronogrammes aussi. Hein. Il y en a des chronogrammes, ça d'office. Hein. Il y a d'office des chronogrammes. Dans un réseau maillé, vous avez des chronogrammes, hein, partout, en chaque point. En numérique aussi, mais numérique, voilà, on va plus... voilà, le traitement en analogique, il y a des chronogrammes à tout point du circuit. Voilà, comme il y a des chronogrammes en tout point du circuit en numérique, mais en analogique, on va surtout s'intéresser, je veux dire, au réseau maillé. Alors qu'en numérique, on va s'intéresser plutôt au chronogramme, aux entrées-sorties. Voilà, c'est surtout ça qui va intéresser le numérique. Enfin, qui va intéresser l'électricien, enfin l'électronicien, l'électronicien qui va avoir en face de lui un circuit numérique. La première chose, c'est de décoder le circuit. Que fait le circuit? Ou comment faire pour... Ça, c'est pour la compréhension, mais pour construire un circuit, c'est que faut-il faire pour ramener voilà, un ensemble de signaux qui répondent à, voilà, euh, voilà, à une demande précise. Vous avez un cahier des charges, comment faire pour avoir des signaux
qui en finalité va donner ce que le cahier de charge demande. Un ou des signaux, parce qu'on peut, en sortie, on n'a pas forcément besoin que d'un signal, mais on peut avoir avoir besoin de plusieurs signaux. Donc, les signaux vont répondre à une demande. À une demande. Mais la façon de réfléchir en numérique n'est pas la même que la façon de réfléchir en analogique. Quoiqu'il y a parfois certains points qui vont être communs, mais la façon de réfléchir en numérique n'est pas la même. En gros, la théorie numérique, bon, c'est une chose, la théorie analogique en est une autre. Mais encore une fois, comme dans tous les domaines, euh, la science n'est pas, je veux dire, ne s'exclut pas. Le numérique n'exclut pas l'analogique et l'analogique n'exclut pas le numérique. La science est universelle et l'analogique travaille on peut avoir dans le numérique des concepts analogiques qu'il faut travailler, enfin qu'il faut devoir décoder. Tout comme en analogique, on peut avoir des points de vue numériques dans lesquels on va introduire les concepts numériques en analogique. Voilà, c'est pas fermé, l'un n'est pas fermé par rapport à l'autre. On peut faire voilà, des interactions entre les deux. Voilà. Ceci étant dit, donc l'analogique ce sont des réseaux maillés, le numérique aussi, mais la façon de penser en analogique n'est pas la même que la façon de penser en numérique. Voilà. Et donc en analogique, comme on a des réseaux maillés, je dirais de dipôles ou de quadripôles ou de peu importe. Hein, euh, par exemple, si je prends un transistor, il y a trois pôles. Voilà. euh, la porte E, quadruple porte E, il y a quatre pôles. En plus une sortie, ça fait cinq pôles. Voilà. Enfin, en fait, c'est. Enfin, quand je dis 5 pôles, c'est 5 pattes. Parce que c'est vrai que l'entrée-sortie, le quadripôle, le E à 4 pôles d'entrée, c'est vrai que pour un pôle d'entrée, j'ai un pôle de sortie. Pour un pôle d'entrée, j'ai un pôle de sortie. Pour un pôle d'entrée, j'ai un pôle de sortie. Pour un pôle d'entrée, j'ai un pôle de sortie. Bon, si j'avais E1, bon, j'ai l'entrée A, A, j'ai A, bon, l'entrée A et la sortie, l'entrée B et la sortie. Voilà, en fait, là, il y a 4 pattes. C'est pour vous dire qu'il y a 4 pattes et là, une patte. Hein. Bon, il y a 5 pattes et là, il y a 3 pattes. Et c'est pas parce qu'il y a 5 pattes ou 3 pattes ou 4 pattes ou 6 pattes, peu importe, on s'en fout. Même 10 pattes, les circuits intégrés, il y a 14 pattes, voire plus. Voilà, 14, il y a différents, voilà, il y a beaucoup de pattes dans un circuit intégré. Peu importe le nombre de pattes, vous avez toujours un circuit maillé. Hein. C'est pas parce que vous avez 24 pattes que c'est pas, il va pas s'intégrer dans un circuit maillé. Les circuits intégrés numériques vont s'intégrer. Justement, on dit circuit intégré, ben, mais ça n'a rien à voir. Mais les circuits intégrés vont s'intégrer dans un monde qui est un réseau maillé. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'il y ait 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, 5 pattes, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pourquoi a-t-on un circuit série? C'est parce qu'on est dans un réseau maillé. Pourquoi a-t-on un circuit parallèle? C'est parce qu'on est dans un réseau maillé. Pourquoi a-t-on un circuit mixte? C'est parce qu'on est dans un réseau maillé. Pourquoi peut-on avoir un montage en étoile ou en triangle? C'est parce qu'on est dans un réseau maillé. Voilà. Ceci étant dit, maintenant je vais commencer voilà, l'étude voilà, du condensateur en parallèle. Je vous ai dit que le condensateur, il faut connaître ses caractéristiques de tension, en gros, hein, parce que sinon vous allez voir, vous voulez être précis, vous voulez voir le datasheet. En gros, il faut savoir le type de condensateur, voilà, sa capacité et sa tension voilà, de service. Bon, alors, moi j'ai déjà vu le circuit série. Ici, je vais voir le circuit parallèle. Alors, je vous rappelle que le circuit série, qu'est-ce qui se présentait dans le circuit série? Dans le circuit série, on avait des condensateurs, voilà, comme ceci. Voilà. Et alors, ces condensateurs, où on n'était alimenté aucune tension, si on avait des condensateurs C1, C2, C3, ceci est équivalent à un seul condensateur. Voilà, la théorie disait ça. Elle disait que c'était égal à un seul condensateur, c'est équivalent. C'est la même chose, hein, d'avoir 10 condensateurs série, ou 20 condensateurs série, ou 30 condensateurs série, ça correspond à un seul condensateur série. Un seul condensateur. Voilà. Et ce condensateur, on le calcule comment? C'est la somme de tous les. L'inverse de la somme de tous les condensateurs donnait l'inverse
de C équivalent. Et donc, il fallait réinverser le 1 sur C équivalent pour voir C équivalent. Donc, on aura 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Voilà, dans ce cas-ci, c'était ça. C'est juste ça. Maintenant, comment on faisait le calcul là? Ben, on faisait le calcul en mettant, bien sûr, en alimentant par voilà, une alimentation continue, bien sûr, avec un interrupteur. Voilà, on alimentait, on ramenait des charges à ce niveau-ci en instantané. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de constante de temps, hein, parce que voilà, il n'y a pas de résistance. J'ai pas de résistance dans le circuit. Donc, s'il n'y a pas de résistance, vous mettez directement voilà, la tension, ben, ça va charger automatiquement. Se charger, c'est quoi? C'est que les charges vont arriver là, là, mais par un effet, je veux dire, instantané et par un effet de, on va dire, de proche en proche. Voilà, on va avoir du moins, voilà, des charges ici qui vont apparaître, des charges ici et des charges là. Voilà, c'est un phénomène qui va se faire de proche en proche et qui va charger que on aura cette charge là vaudra Q partout. Sur C1, on aura Q. Sur C2, on aura Q. Sur C3, on aura Q. Voilà, on aura la même charge partout. Alors, c'est l'équivalent d'un courant de passage, mais il n'y a pas de courant de passage parce qu'ici il y a un isolant. Hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'avais expliqué que là, on a un isolant, on n'a pas de courant de passage, mais ça, c'est comme si on avait l'effet d'un passage du courant parce qu'on a une circulation de, on a des courants, on a des électrons qui se placent à certains endroits. Donc, c'est comme si le circuit, vous voyez, un courant passé. Mais en fait, il n'y a pas de courant qui passe parce qu'il y a des isolants. Si le courant devait passer, c'est que l'isolant est claqué et là, les lamelles conductrices seraient en court-circuit. Ça veut dire que si l'isolant est percé, mais là, on aura un court-circuit entre les deux lamelles. Hein. Donc là, à ce moment-là, je peux vous dire, vous pouvez remplacer ceci. C'est un condensateur en court-circuit. Voilà. Donc s'il sera en court-circuit ici, ben, il ne resterait plus que C2, C3. Voilà, il n'y aura plus de C1. Bon. Maintenant, je vais voir le condensateur en parallèle. Alors, les condensateurs en parallèle, il faut que j'en construise un. Je vais en construire un, convenablement. Donc là, je mets un conducteur métallique. Hein, je mets un conducteur métallique. Donc c'est un conducteur, hein, donc il conduit l'électricité. Hein. C'est une lamelle métallique. Je construis une deuxième lamelle métallique. Alors, je rapproche, là j'ai une certaine section. Alors je rappelle que le condensateur, la section que vous avez ici, hein, ou celle-là, peu importe, c'est les mêmes de toute façon. J'ai pris un condensateur plan, bien sûr. Alors, le condensateur est proportionnel à donc, la surface et l'épaisseur. Alors, plus la surface est grande, c'est la surface ici, plus la surface est grande, et plus la capacité est grande. Plus l'épaisseur là, elle est petite, plus la capacité est grande. Bon, c'est-à-dire que l'épaisseur, c'est ce qui se trouve entre ça et ça. Ça, c'est l'épaisseur E. Alors, je vais réduire cette épaisseur, bien sûr, pour amener à une valeur de capacité la plus grande. Voilà, voilà, là, on a une valeur très grande de capacité. Et maintenant, j'augmente encore. Voilà, et encore, encore, et encore, 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 encore. Voilà, et là, vous aurez compris que normalement, à l'intérieur, il y a un isolant. Il y a un isolant dans le condensateur. Un isolant. Et bien sûr, c'est le type de condensateur le type de condensateur prendra en compte justement ce type d'isolant. Si c'est du papier, de l'huile, du mica, peu importe ce qu'il y a. Voilà, le premier condensateur, c'était la bouteille de lait, c'était du verre. Vous allez voir bouteille de lait sur internet. Voilà, c'était des grosses bouteilles. Voilà. On avait des bouteilles, des grosses bouteilles. Hein. Ils obtenaient quelques microfarads, je crois, je ne sais plus combien ils obtenaient avec les bouteilles de lait. Mais en tout cas, bon, c'était des bouteilles en verre. Ben, le verre est un isolant. Voilà, le verre est un isolant. Le verre est un isolant. Alors, si vous avez regardé sur internet, hein, bon, les bouteilles de lait, euh, ben, ils les avaient raccordées, bon, ils avaient mis
Euh, ils avaient mis 4 bouteilles. 4 bouteilles. Voilà. C'était des grosses bouteilles. Hein. L'Aid, c'est en Hollande, hein, je vous rappelle. Je l'avais vu je l'avais vu dans une certaine vidéo. Voilà, bon, il faudrait construire les bouteilles correctement. Ça ressemblait à des bouteilles voilà, de la ferme. Hein. Là, on va chercher le lait à la ferme. Enfin, des bouteilles de genre de bouteilles de lait de ferme. Ouais, les bouteilles à la ferme, on allait chercher le lait. Avant, dans certaines années, ils allaient chercher les bouteilles de lait comme ça. Ben, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Si ce n'est qu'il n'y a pas de, bien sûr, de. Voilà. Et on en avait 4 comme ceci. 4. Voilà, on en mettait 4. Voilà. Une. Je vais en reprendre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était ça. Les premiers condensateurs, c'était ça. Et bien sûr, il est relié par du fil ici, comme ceci. Voilà. Voilà, et ça, c'était le premier condensateur. Et en fait, il a été, comme beaucoup de choses ont été trouvées, c'est par hasard, hein, ça a été trouvé par hasard. Et là, ça a été trouvé en Hollande par hasard. Je crois que c'était au XVIIIe siècle, vers 1700, 1740, quelque chose comme ça. Et c'est le fruit de 3 savants hollandais. 3 savants hollandais. Donc, ce qu'ils avaient rempli dedans, c'était de l'eau. Ils avaient mis de l'eau. Euh, Ils avaient mis de l'eau. Et alors, ça traversait. Il y avait une tige métallique qui traversait, bien sûr, hein, comme ceci. Bon, c'était fait comme par hasard. Et là, ils ont trouvé, voilà, la valeur du condensateur. Je pourrais vous expliquer ça en détail, mais bon, voilà, ils ont fait un condensateur comme ceci, avec 3 grosses bouteilles. Je ne sais pas combien ça mesurait les bouteilles, voilà. Et ils obtenaient, voilà, grâce à ça, une valeur de condensateur. Je ne sais plus combien. Je ne peux pas vous dire parce que bon, je ne me rappelle plus de l'histoire. Voilà. Euh, de toute façon, elle y est sur Internet. Hein. Je pourrais vous l'expliquer. Je vais sur Internet et je vais voir. Donc, ce qui veut dire qu'on a un isolant. On a un isolant qui est ici. Voilà, donc, et qu'est-ce qui fait la valeur aussi de la capacité, malgré la surface qui va donner plus la surface est grande, plus la capacité est grande, plus l'épaisseur est petite et plus la capacité est grande, mais aussi ça dépend d'un facteur K. Et ce facteur K, justement, c'est le- la rigidité diélectrique, c'est la constante diélectrique. C'est la permittivité relative euh, permittivité du matériau. Ici, c'est un matériau isolant. Et là, ça, c'est donné par rapport à la permittivité du vide ou de l'air. Celui du vide, je crois qu'il est le même que l'air. Voilà. Donc, vous voyez que plus vous allez prendre un matériau avec une grande permittivité relative, eh bien, la capacité sera grande. Donc, comment faire une grande capacité? Ben, une grande surface, choisir correctement son epsilon R et une épaisseur très petite. C'est-à-dire choisir correctement, c'est-à-dire prendre une grande valeur d'epsilon R. Et là, ça va concourir à avoir un condensateur qui est de grande capacité. Alors, je viens de mettre un condensateur, donc à l'intérieur, on a un isolant, donc il n'y a pas de courant qui passe. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, c'est clair et net. C'est pas un courant qui passe dans un condensateur. Bien qu'il y a des électrons qui circulent, mais elles circulent sur les armatures métalliques. Elles circulent sur les armatures métalliques. C'est-à-dire que les charges qui vont circuler, ça va être là. Si lui il est plus, mais de l'autre côté, dans la partie métallique ici, il y a 2 parties métalliques. Hein. Ça, c'est la partie métallique de droite, c'est un conducteur. Hein. Et ça, c'est aussi un conducteur. Il y a 2 conducteurs dessus. Mais il y en a un qui va se charger, par exemple, plus, et l'autre moins.
par exemple. Mais en tout cas, les charges vont arriver sur les côtés et ne traverseront pas le diélectrique. Voilà. Alors, sachez avant tout, avant que je commence mon circuit parallèle, qu'il y a deux définitions du Farad, hein. Le Farad, je vous rappelle qu'il y a deux définitions. J'avais fait une vidéo complète là-dessus. Donc on peut le définir soit au niveau électrostatique, ou soit on peut le définir suivant un concept électrodynamique. Voilà. Alors le concept électrostatique, ce concept, c'est tout ça, provient tout simplement d'une formule qui est Q égale Q. Q égale CU. Voilà. Vous reconnaissez la capacité ici, vous reconnaissez la charge ici, et là, la tension au bord du condensateur. Et ça, c'est le concept électrostatique. Parce qu'il y a un autre concept qui est, lui, un concept électrodynamique qui est donné par une autre formule qui est Q est égal à I fois T. C'est ce qu'on retrouve dans les batteries de voitures, hein, 55 ampères-heure, etc. Là, elle est donnée en ampères-heure. Dans les voitures, c'est donné en ampères-heure. Voilà. C'est Q est égal à I fois T. Hein. Vous reconnaissez le T qui est en heure. Voilà, le T est en heure. Une heure, c'est 3600 secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Voilà. Et l'ampère, ben, c'est un certain nombre d'électrons. C'est un certain nombre d'électrons. Donc, si vous faites I fois T, là, c'est bien I fois T. Mais la charge est donnée en ampères-heure, alors qu'elle peut être donnée en coulomb. Voilà. Donc, moi, comme je suis dans le système international, bon, je vais travailler en secondes pour le temps et en ampères pour le courant. Et donc, la charge sera en coulomb, et pas en ampères-heure, puisque je travaille dans le système SI. Voilà. Et la définition du Farad en enfin de la charge. Là, ça c'est les deux concepts, Q est égal à CU et Q est égal à I fois T. Alors, je vous rappelle que si je veux la capacité en fonction de Q, c'est Q sur U. Voilà. Donc la capacité, qu'est-ce que c'est? 1 farad, parce que la capacité c'est en farad, 1 farad, c'est la charge est en coulomb, c'est 1 coulomb pour 1 volt. Donc 1 farad, c'est la capacité d'un conducteur électrique. J'ai bien dit d'un conducteur, pas d'un condensateur, d'un conducteur. Donc un conducteur, par exemple, une lamelle métallique ici. Non, ça c'est un conducteur, hein, j'ai une lamelle métallique. Voilà. C'est la capacité d'un conducteur électrique isolé pour laquelle une addition de 6, et là il faut que je mette une addition, si je mets 6,241 multiplié par 10 exposant 18 électrons, hein, 6,241 fois 10 exposant 18 électrons, qui vaut justement 1 coulomb. Ça c'est nombre d'électrons égal à 1 coulomb. 6,24 fois 10 exposant 18 électrons. Alors, quand on a bon, 1 coulomb, mais ça provoque une différence de potentiel de 1 volt. On a 1 volt. Donc, la capacité d'un conducteur isolé, voilà, dans laquelle on a amené 6,241 fois 10 exposant 18 électrons, c'est-à-dire on a ramené 1 coulomb, eh bien, va provoquer une augmentation de son potentiel de 1 volt. C'est une unité, une très grande unité, le Farad. Hein. Tout comme le coulomb et le Farad sont reliés l'un avec l'autre. Ce sont des très grandes unités. Hein. Ces deux-ci, on exprime en micro-coulomb, généralement en micro-coulomb, comme on exprime le Farad en micro-Farad, pico-Farad, 10-12 Farad, 10-6 Farad, 10-3 Farad, millifarad, micro-Farad, pico-Farad, etc. Voilà. Alors,
qu'est-ce que c'est qu'au niveau électrodynamique, la définition de ceci, Q est égal à I fois T, ben on peut définir aussi le coulomb comme le nombre d'électrons traversant, traversant donc chaque seconde la section d'un conducteur parcouru par un courant de 1 ampère. Donc en une seconde, on a 1 ampère, et ça c'est 1 coulomb. Donc on peut voir le 1 coulomb, c'est aussi vu qu'au niveau électrodynamique, comme étant le nombre d'électrons traversant donc chaque seconde la section d'un conducteur parcouru par un courant de 1 ampère. Voilà, donc là, ça c'est les définitions du farad et du coulomb. Comme ça, vous voyez ce que c'est que le farad et le coulomb. Et maintenant, je peux entamer le circuit parallèle. Ça va aller très vite. Dès le moment où vous savez tout ça, il n'y a plus rien à... Voilà, ça va être très simple. Alors, je vais mettre plusieurs condensateurs. En voilà un. Bien sûr, je les monte en parallèle. Alors, monter en série, je vous ai montré tout à l'heure que si je devais les monter en série, je vais mettre un condensateur, non pas dans son symbole initial, voilà un condensateur. Voilà un autre condensateur. Voilà un autre condensateur. En voilà un autre. Bon, je les ai pris du même type. Oui, ici, l'hypothèse, ils sont du même type, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Hypothèse. Pour que les équations soient valables, c'est hypothèse. Même type de condensateur. Hein. Et je dirais même condensateur idéal. Pas de perte, il n'y a aucune perte dans les condensateurs. Donc, je vais le prendre idéal. Idéal et de même type. Même condensateur, même, ils sont du même type, idéal. Bon, c'est pour ça que ici je trace. Je ne mets pas un électrochimique circuit. Voilà, j'ai pas mis un électrochimique comme ceci. Voilà, ça c'est pas. Ça c'est un cylindrique là. C'est un cylindrique. Bon, ici c'est tout des plans. Voilà. Mais c'est pour vous montrer que si je prends un circuit série, quand vous le dessinez, au niveau des symbolismes, vous faites ceci. Voilà. Là, vous avez un circuit série à condensateur. Mais maintenant, les condensateurs sont disparates. Hein. Faire un circuit série, c'est de ramener de lui à lui. Bon, je peux ramener à lui celui-là. Là. Voilà. Et là, maintenant, et là, je mets un potentiel. Je ramène un potentiel. Voilà. Voilà. Ça, c'est des circuits. Voilà. Et là, je ramène un potentiel, par exemple, une force électromotrice E avec une pile ou quelque chose comme ça. Peu importe ce que je vais mettre. Une pile, une batterie. Je sais pas si c'est des condensateurs haute tension. Je sais pas moi, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme force électromotrice. Mais bien sûr avec un interrupteur et faire attention à la sécurité si c'est de la haute tension. Ou de la tension moyenne, faites très attention toujours à ce que vous faites en électricité parce que bon c'est dangereux. Voilà. Bon, si c'est des petites tensions, c'est pas grave, quoique bon ça peut toujours exploser. Il y a toujours une alimentation qui peut exploser. Bon, si c'est de l'acide, faites très attention. Donc tout est toujours dangereux quand on manipule. Bon, il faut faire très attention, il faut se mettre à l'écart, je veux dire, de ce que vous faites. Bon, alors, ça c'est circuit série. Mais maintenant, regardez bien pour un circuit parallèle, je dois raccorder. Là, j'ai une borne A, B, C. Voilà. Bon, je vais appeler A1, B1, C1, et etc. Z1. Je vais mettre un dernier condensateur. Alors, c'est de ramener, donc c'est un dipôle, je vais ramener un pôle tous à un potentiel commun. Donc je vais ramener tout à un potentiel commun. C'est-à-dire que je vais ramener
tous les condensateurs au même potentiel. Là j'ai ce qu'on appelle une équipotentielle. AB1, C1, si je devais mettre un potentiel de tension, je n'ai pas encore mis de tension, je vais en mettre une. Si je devais mettre une tension, la tension serait la même surtout sur A1, B1, C1 et D1. On aurait un potentiel identique. On aurait un potentiel identique. Bon. Idem, si je mets là en A2, B2, le point C2 et le point Z2. Alors ici, je vais couper le circuit parce que je vais faire en sorte que j'ai une panoplie de condensateurs en parallèle, voilà, qui vont jusque Z. Hein. J'ai N condensateurs. Ouais, j'ai Z condensateurs. Z étant un nombre grand ou petit, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, s'il est petit, c'est le plus grand que 3 parce que j'ai déjà ABC. Et là, je relie tout au même potentiel. Donc si je devais mettre une tension en A2, B2, C2, Z2, ils auraient tous le même potentiel. Et là, vous venez de créer ce qu'on appelle un câblage, un montage parallèle. Maintenant, je pars de l'hypothèse que tous les condensateurs sont idéaux, sont tous idéaux, les condensateurs sont tous idéaux, ils ont même caractéristiques, et bien sûr, ils sont fonctionnels, hein, parce que s'il y en a un qui est en panne, bon, le calcul n'est pas bon. Hein. Si y a un condensateur qui est claqué, voilà, il faudra tenir compte d'enlever le condensateur claqué, parce que je veux dire, il va pas faire son effet. Quoique s'il est en court-circuit, il va court-circuiter tout le restant. Là, c'est un problème. Hein. Il va tout court-circuiter, tout le circuit. Hein. Voilà. Un condensateur en court-circuit en série, supposons celui-ci est en court-circuit, ben, il va en rester plus que deux. S'il est en court-circuit. Voilà. Mais maintenant, ça c'est en court-circuit, mais s'il est en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une panne, je dirais, qui fait en sorte que le condensateur est en circuit ouvert, à ce moment-là, vous aurez ceci. Vous aurez ceci. Donc en fait, les autres seront plus fonctionnels parce que il n'y a plus rien qui est accroché. Donc c'est en circuit, ça c'est voilà, condensateur qui est en panne avec un circuit qui crée un circuit ouvert. Là c'est un court-circuit, voilà, qui crée voilà les deux lamelles se touchent par exemple, voilà, et vous avez ceci. Donc vous avez un point de potentiel identique maintenant. Tout ce potentiel est au même point de potentiel. Hein. Voilà, donc ça veut dire que le condensateur C2 n'existe plus, mais il reste plus que C1, C3. Si on a un court-circuit. Mais s'il est en circuit ouvert, C2, à ce moment-là, bon, il n'y a plus aucun des condensateurs qui fonctionne parce que le circuit est ouvert. Les cherches ne savent pas se mettre les uns au bout des autres des lamelles conductrices. Voilà, ça c'est pour un circuit série. Pour un circuit parallèle, si vous avez un condensateur en court-circuit, ben c'est tout qui est en court-circuit. Hein. Si lui il est en court-circuit, vous court-circuitez tout le restant. Hein. Maintenant, s'il était en circuit ouvert, celui du milieu, ben, c'est comme si on n'avait pas de... voilà, c'est comme si on avait ceci. Donc les autres peuvent continuer à fonctionner, et ces trois étaient en circuit ouvert. Voilà. Alors maintenant, dernière chose, avant d'attaquer les calculs de ceci, c'est des calculs très simples, je vous le dis tout de suite. Hein. De nouveau, si je prends un condensateur, je vais en prendre une panoplie ici. Voilà. C1, C2, C3, C4. Bon, les câblés en parallèle, ben, c'est de prendre celui-là, de le mettre avec lui, celui-là avec lui par exemple, et celui-là avec celui-là. Bon, je reprends celui-là avec celui-là,
je suis reparti à celui-là, et de celui-là à celui-là. Bon, j'aurais pu faire un autre chemin, hein. Du moment qu'ils sont reliés tous au même potentiel, à une équipotentielle, c'est principal. J'ai l'équipotentiel orange et l'équipotentiel rouge. Peu importe comment vous faisiez votre équipotentiel, hein, j'aurais pu commencer. Bon, l'équipotentiel orange, je crée un réseau, tout simplement, mais relié. J'ai créé un réseau ici. Je crée un réseau. Alors, le réseau, il est où? Là, on a une maille. Bien sûr, il y a toujours une maille extérieure, hein. Il y a une maille extérieure, parce que bon, ça, c'est les mailles intérieures. Il y a une maille extérieure. Voilà. Bon, et les nœuds, dès le moment où vous avez des mailles, là, j'ai un nœud. Voilà. Un nœud ici. Un nœud ici. Un nœud ici. Un nœud ici. Et un nœud là. Bon. Alors, j'aurais pu faire directement celui-là, puis aller sur celui-là, puis aller sur celui-là. Ben, ça change rien, hein. Tout est relié à une équipotentielle, que vous preniez n'importe lequel, du moment que vous respectez ce que je viens de faire là. Vous allez de C1 à C2, ou de C1 à C3, ou de C1 à C4. De C2, vous êtes relié à C1, à C3 et à via C4, via C3. Vous voyez, donc en fait, il y a différents chemins. Il y a différents chemins pour avoir l'équipotentiel. Ouais, et bien sûr, l'alimentation, vous allez prendre un des condensateurs, n'importe lequel. Je choisis le C2 et je ramène la tension E ici. Par exemple, avec un interrupteur, une pile, une batterie, peu importe, un générateur de tension. Mais attention, encore une fois, la tension que vous allez utiliser, parce qu'il faut regarder la valeur du condensateur en farad, sa tension d'emploi en volts, voilà, et quand même quelques caractéristiques en votre position pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Ne faites pas n'importe quoi non plus, parce que bon, si vous faites un labo, faites très attention aussi. Bon, ceci étant dit, je vais calculer tout ça. Maintenant, pour calculer tout ça, ben, je vais ramener une source de tension. Alors pour ça, je vais ramener alors je rappelle qu'ici, c'est 3 petits points, hein. Voilà. Et je ramène maintenant, pour calculer le circuit équivalent de ceci, ça c'est équivalent à un seul condensateur. Voilà, c'est équivalent à un seul condensateur, que je vais appeler C équivalent. Voilà, et que je vais rechercher cette valeur. Donc, utiliser tous ces condensateurs-là, c'est équivalent à un seul condensateur. Alors, comment rechercher justement le C équivalent? Là, l'expression du C équivalent, pour trouver l'expression du C équivalent, vous devez mettre, voilà, une force électromotrice avec un interrupteur. Voilà. Alors, quand vous avez fermé l'interrupteur, les charges plus vont aller ici. Instantanément, parce qu'il n'y a pas de résistance, hein. Il n'y a pas de retard à ça, hein. Ça se fait instantanément. Vous mettez la tension, boum, il se charge direct, hein. Tout comme si vous êtes en décharge, si vous n'avez pas de résistance, il va se décharger direct. Ça se charge directement, ça se décharge directement, hein. Voilà. Et bien sûr, vous aurez ici le même point potentiel, vous aurez le moins de l'alimentation. Le moins de l'alimentation est ici. Voilà. Et à partir de là, je peux faire mes calculs. Pour retrouver C équivalent, l'expression du C équivalent. Bon, l'alimentation, j'en ai besoin uniquement pour retrouver l'expression du C équivalent, rien de plus, hein. Parce que j'ai pas besoin d'alimentation pour trouver un C équivalent, hein. Les condensateurs ne sont pas nécessairement obligés d'être alimentés pour trouvé le C équivalent. Ça, c'est d'après la formule finale que je trouverai. Mais d'abord, pour la démontrer, j'ai besoin d'une alimentation. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de courant qui passe, mais c'est comme si on avait un courant qui passait. Je vous rappelle que là, il y a un isolant et qu'il n'y a pas de courant qui passe, mais on pourrait voir la chose comme si on avait un courant. Comment? Par l'entremise de charge de Q. Là, vous allez avoir une charge Q, et là une charge Q. Par exemple, là Q+, et là Q-. Voilà. C'est cette charge-là qu'il ne faudra prendre en considération, qui sera considérée comme la vue d'un courant. C'est comme si on avait
si vous voulez, c'est comme, j'ai bien dit c'est comme, il n'y a pas de courant, je vous le dis. On a des circulations d'électrons, je suis d'accord, mais ici, la circulation des électrons va aller là, là, là et là. Ça, c'est pour les électrons du côté négatif, et des électrons du côté positif vont aller là. Et ça va engendrer une différence de potentiel. Comme vous ramenez des charges à gauche et à droite d'une armature métallique séparée par un isolant, c'est comme si vous avez ramené un courant. Voilà. Et ce courant pourrait être vu de la façon suivante. C'est le courant qui va passer sur le condensateur C1. Bon, le C1, je vais vous le mettre. Il est là. Ça, c'est C1, condensateur C1. Bon, j'ai mis trop d'informations sur mon plan, enfin mon schéma qu'on ne comprend plus rien. Voilà. Alors, j'ai le condensateur ici. C1 câblé entre A1 A2, C2 entre B1 B2, C3 entre C1 C3, C2. Ça, c'est des points, hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des points. Voilà. Et Cn entre Z1 Z2. Voilà. Donc, ramener des charges, c'est comme si on avait, j'ai bien dit, c'est comme, je le répète encore une fois, c'est comme si on avait un courant. Donc là, j'aurais comme un courant I1. Voilà. C'est comme, là, j'aurais un courant I2. C'est comme, là, j'aurais un courant I3. C'est comme, si j'avais un courant. Donc, le courant qui va passer, la vue du courant, comme si on avait un courant I1 pour C1, hein, la charge est équivalente à I1 fois T. Alors ça, c'est la définition que j'avais tout à l'heure, le nombre de coulombs. Q1, ça va être le nombre d'électrons traversant donc à chaque seconde la section du conducteur parcourue par un courant de 1 ampère. Voilà. Un coulomb, si on a 1 ampère pendant une seconde, ça veut dire que on a eu combien d'électrons? 6,241 fois 10 exposant 18, c'est-à-dire on a eu un coulomb. Bon, si on a mis un ampère pendant une seconde, si on a mis 2 ampères pendant 2 secondes, c'est fois 2. Si on a mis 1 ampère pendant 3 secondes, c'est une fois 3, ça fait 3, on aura 3 coulombs. C'est le nombre de fois 6,24 fois 10 exposant 18 électrons que vous aurez. Alors si vous multipliez par un facteur ici et par un facteur là, fatalement ça va multiplier par un facteur F. Voilà, un facteur F qui est le nombre d'ampères fois le nombre de secondes. Donc le nombre de coulombs, c'est un facteur F du nombre d'électrons parcourus pendant un ampère et une seconde. En fait, ça constitue une base. Une base, c'est 6,241 voilà, fois 10 exposant 18 électrons. Voilà. Et ça, on sait bien que c'est pendant 1 heure et 1 seconde. Alors, si c'est proportionnel, ça veut dire que le temps n'est pas le même ou le courant n'est pas le même, c'est ce que ça veut dire. Et on peut connaître le nombre d'électrons qui a parcouru le circuit. Connaissant tout ça. Bon, donc ce qui veut dire que on aura le courant qui va passer dans le conducteur C1. Dans C1, c'est comme si on avait un courant, une charge Q1 qui vaut I1 fois T. Alors je vous rappelle que tout se fait instantanément. Hein. Il n'y a pas de retard, là, tout vient très vite. Alors Q2 est égal à I2 fois T. Donc tout ça c'est une vue d'esprit. Hein. Déjà le temps, ça se fait automatiquement. Quel est le temps c'est proche de 0. Hein. Donc c'est pour vous dire que tout ça c'est une vue d'esprit. Voilà. Alors Q3 est égal à I3 fois T. Voilà. Et ainsi de suite. La charge, ça c'est sur C1. La charge vaudra Q1 I1 fois T. Sur C2, la charge vaudra Q2. Sur C3, la charge vaudra Q3. Et sur Cn, la charge vaudra
Qn, qui correspondrait à un courant In fois T. Bon, c'est une vue d'esprit, il n'y a pas de courant là-dedans, hein, déjà de 1. En plus, le temps, ça va tellement vite que bon, on ne peut pas percevoir tout ça. Alors, mais ça va permettre de nous aider parce que, voilà, on a un réseau maillé en parallèle. On se dit que c'est comme si on avait des courants qui parcouraient chacun des condensateurs. Voilà, c'est une vue d'esprit. Et donc, euh, que je pourrais écrire ceci. C'est comme si on avait un courant total. C'est comme si on avait un courant total. I de t. C'est comme si on avait un courant total. C'est comme si on avait un courant total, I total, où on aurait qui voudrait la somme de I1 je l'écris ici, I total vaudrait, le courant se décomposerait en I1 sur la capacité C1, plus I2 sur la capacité C2, plus I3 sur la capacité C3, plus 3 petits points pour tous les condensateurs, plus IN pour le condensateur CN. C'est comme si on avait un courant de circulation, comme si dans chaque condensateur, et que chacun de ces courants proviendrait d'un courant total fourni par la source. Alors, ils sont parcourus pendant le même temps. Alors, ça va très vite. Hein, encore une fois, si je fais I total fois le même temps de parcours, fois T, c'est I1 fois T, plus I2 fois T, plus I3 fois T, plus 3 petits points, plus IN fois T. Alors T étant le temps, hein, c'est le même temps de charge des condensateurs. Et ça, vous remarquez que je viens de créer, bon, c'est la charge. Ça, c'est la charge totale. Q total est égal à Q1 plus Q sur la charge sur le condensateur 2 plus la charge sur le condensateur 3 plus 3 petits points plus Q sur la Qn, la charge sur le condensateur N. Charge, c'est le nombre d'électrons sur le condensateur N pour Qn. Q3, c'est le nombre d'électrons sur dans le condensateur 3 de condensateur 3. Q2, c'est le nombre d'électrons de passage dans le condensateur 2 et Q1, c'est le nombre d'électrons qui va se retrouver sur les lamelles métalliques du condensateur 1. Voilà, et là on a ce qu'on appelle l'équation électrodynamique. L'équation électrodynamique. Qu'est-ce qui m'a permis d'écrire ça? C'est l'équation électrodynamique. À partir de la supposée vue de courant de passage. Il n'y a pas de courant de passage. Parce que I total, il y a un courant, bien sûr, c'est des circulations d'électrons, mais il n'y a pas de courant de passage, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un diélectrique. Et le diélectrique, c'est un isolant. Il ne laisse pas passer le courant. Voilà, c'est comme si on avait une vue d'esprit comme ceci. Donc là, on a une équation électrodynamique. Et maintenant, je vais rechercher l'équation électrostatique. Équation électrostatique. L'équation électrostatique, c'est tout simplement voilà, Q est égal à CU. Q est égal à la capacité fois la tension. Et que je vais appliquer ici, bien sûr. Hein. Je vais appliquer cette formule-là. Alors, si j'applique cette formule-là, ben, j'aurai... Bon, il faut que je fasse un petit peu de place. Je n'en ai presque plus. Je vais réorganiser mon espace de travail pour faire entrevoir le restant, parce que sinon,
Je risque de changer de page, on verra pas. Voilà, et on arrive à la fin, hein. Donc ici, j'ai l'équation électrostatique. L'équation électrostatique, c'est Q est égal à Q est égal à CU, alors que l'équation électrodynamique, c'est Q est égal à I fois T. I, je vais le mettre avec un grand I. Voilà. Alors, maintenant, je vais écrire cette équation. Donc, c'est U fois le C équivalent. Parce que la quantité totale, c'est la tension totale. Je dirais E. Je peux mettre E, hein, force électromotrice. Ça, c'est la force électromotrice E. Fois C équivalent, ça, c'est voilà. Sur le condensateur, j'ai E. Voilà, sur le condensateur, j'ai une force électromotrice E. Mais je vais engendrer des tensions ici, U. Je vais avoir une tension au bord des condensateurs qui sera U1, U2, U3, UN. Mais vous aurez compris que comme j'ai une équipotentielle ici et une équipotentielle ici, ben, que U1 égale U2 égale U3 est égal à E. Sera égal à E, bien sûr, sera égal à E quand j'aurai fermé l'interrupteur, bien sûr. Hein. Bon, là, voilà, tout ça vaut E. Donc les tensions, c'est E égale U1 égale U2, d'ailleurs je vais l'écrire tout de suite. J'ai un équilibre de tension. Donc j'ai avant d'écrire ça, je vais écrire l'équilibre de tension. Alors pourquoi j'ai la somme des courants? Parce que j'ai un circuit parallèle. C'est parce que c'est le réseau qui est parallèle, donc I total vaut la somme des courants. Voilà, c'est parce que j'ai un circuit parallèle. Et pourquoi j'ai U, E est égal à U1 est égal à U2 égal à U3 égal à 3 petits points égal à UN. Pourquoi on a ça? Parce que en fait, voilà, on a un circuit parallèle. Ça, ce sont les caractéristiques du circuit parallèle. Et c'est ça qui me permet de retrouver le restant. C'est les caractéristiques du circuit parallèle. Là, ça, c'est les caractéristiques du circuit parallèle. Et celui-ci, c'est les caractéristiques du circuit parallèle. Voilà. Donc, en ayant ceci sur le condensateur équivalent, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que voilà, j'aurai E fois C fois le C équivalent. Le C équivalent, c'est celui qui remplace tous les autres condensateurs. Le C équivalent, c'est l'ensemble des condensateurs repris sur voilà, un condensateur fictif où il n'y en aurait qu'un seul, qui reprend tous les autres. Il reprend tous les autres. Donc E équivalent est égal à, on va dire, bon, et ça, bien sûr, c'est quoi? C'est le Q, hein, c'est Q total. Voilà, enfin, je vais le voir par après. Je vais le voir par après. Donc, non. Je pars du dessus, de l'équation électrostatique. Donc, le Q total vaut E fois C équivalent. Voilà. Alors, que vaut Q1? Q1, c'est C1 U1 plus Q2 vaut C2 U2 plus Q3 vaut C3 U3. Bon, je vais mettre la multiplication parce que ça fait un peu étrange. Multiplié par C1 U1 plus C2 U2 plus C3 U3. Plus 3 petits points plus Cn fois Un. Voilà. Et ça provient de quoi? Ben, ça provient de la suite. Hein. Bon, j'ai écrit juste ceci à partir de là. En prenant
je m'excuse, à partir de l'autre juste au-dessus. J'ai écrit ceci en prenant la formule là, la formule Q est égale CU. Voilà, ceci. Bon, et maintenant, on sait bien que les tensions U1 égale U2, maintenant je prends celle-ci, je m'intéresse à celle-ci, et celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit que ben, les tensions sont toutes égales. Bon, je vais les faire égales à U, je vais les égaler, elles sont toutes égales, et je vais dire qu'elles valent U. Toutes ces tensions-là vaut U. Voilà. De cette manière-là, j'aurai U fois C équivalent, C1 fois U, C2 fois U, C3 fois U, CUN fois U. Voilà. Donc C1 plus C2 U plus C3 U plus 3 petits points plus CN U. Et là, j'ai U fois C équivalent. Alors, je peux mettre en évidence le U. U, C équivalent égale C1. Bon, je vais l'écrire parce que je ne sais plus écrire correctement. Voilà, je vais avoir entre parenthèses, je mets U en évidence. Donc, je vais chercher le U. U multiplié par C1 plus C2 plus C3 plus 3 petits points plus CN. Voilà. Alors maintenant, je peux simplifier. Je vais remonter, je ne sais pas si je peux remonter tout d'un cran, il y a moyen. Voilà. Maintenant, je simplifie les U. Et vous voyez que C équivalent vaut C1 plus C2 plus C3 plus Cn. Ce qui veut dire que je peux remplacer tout le circuit là par un seul condensateur, ce qui vaut la somme. Donc je vais remplacer tout ce circuit par un condensateur unique, bon, qui n'est pas obligé d'être alimenté en tension, je vous le dis tout de suite. L'alimentation en tension, c'est pour juste retrouver les valeurs du condensateur C équivalent. Donc quand vous avez un ensemble parallèle, un réseau parallèle de condensateurs, il peut se résumer à un seul condensateur. C'est comme si on en avait qu'un seul, qui s'appelle C équivalent. Et ce C équivalent est la somme de tous les condensateurs CI pour I valant partant de 1 jusqu'à N. Voilà. Si on a 3, ce sera C1 plus C2 plus C3. Si on a 4, c'est C1 plus C2 plus C3 plus C4. Si on a 5, c'est C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5, et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez que c'est assez simple. Voilà, c'est assez simple. Et ceci terminera ma vidéo parce que bon, je pourrais résumer la suite. C'est que pour la suite, j'aurai pour un circuit montage série, montage série, montage parallèle, montage série, montage parallèle. Montage série, c'est la somme 1 sur C équivalent. 1 sur C équivalent est égal à la somme des inverses des condensateurs CI pour I égale à 1 jusqu'à N. Voilà. Par contre, pour les montages parallèles, vous aurez C équivalent est égal à la somme des CI pour I égale à 1 jusqu'à N. Et ça, c'est le contraire. Ça, c'est pour les condensateurs. Voilà, pour les condensateurs. Parce que pour les résistances, c'est tout le contraire. Hein. Pour les résistances, si je vais faire une analogie avec les montages à résistance, pour les résistances, le montage série, mais la résistance totale ou équivalente est égale à la somme des RI pour I égale 1 jusqu'à N. Et si vous avez un montage parallèle, 1 sur la résistance totale est égal à 1 sur la somme des inverses de résistance. 1 sur les RI.
pour I égale à 1 jusqu'à N. Voilà. Alors, l'inverse d'une résistance, c'est ce qu'on appelle une conductance. Donc, ici, je peux dire que c'est la somme des GI. Les conductances, c'est GI. On a une définition. Voilà, c'est la somme des GI qui sont les conductances. Et donc, l'inverse totale, la conductance totale, l'inverse de résistance totale, peut être vu comme aussi une somme, mais la somme de conductance. Donc, j'aurai G total ou G équivalent. Voilà. Et donc, là, on a une analogie entre les deux. Alors, je vais terminer la vidéo en notant juste que ceci c'est pour les condensateurs. Bien sûr, la valeur C est donnée en farad, microfarad, millifarad, enfin, du moins, c'est plutôt c'est un sous-multiple parce que le farad est une grande unité, tout comme l'est le coulomb. Le coulomb est une très grande unité, comme l'est le farad. Donc, et farad et coulomb est lié. Je vous ai montré la formule tout à l'heure que c'est lié. C'est pour ça que voilà, si elle constitue une grande unité pour l'un, elle constituera aussi une grande unité pour l'autre. Voilà. Donc, et là, on a pour les valeurs résistance. Voilà. Je vous remercie.